Donc je remercie donc Paul. On a construit avec l'ensemble des équipes et des services ce rapport ensemble. Donc c'est pour ça qu'on va faire une présentation rapide à deux voix. Là aussi rapide, pourquoi? Puisqu'on l'a présenté en commission. Merci là aussi au commissaire de s'être impliqué. On a essayé de prendre le temps de ne pas faire que les commissions organiques obligatoires, mais de prendre aussi un peu de recul sur ce sujet. Le président l'a rappelé à l'instant, il a fixé un cap extrêmement ambitieux pour notre région. Un mot sur cette notion de mobilité positive, moi j'aime insister là-dessus. Notre souci, la slide d'après, excusez-moi, je reviendrai sur celle-là ensuite. La slide d'après, voilà. C'est que notre idée aussi dans tout ce sujet-là, sur pourquoi positif, c'est qu'on ne veut pas opposer des modes. On est dans une région qui est tout autant rurale qu'urbaine. Opposer des modes de transport, c'est une erreur stratégique. Vous l'avez rappelé, Président, je crois que c'est un point vraiment commun que l'on a avec l'ensemble de la Commission, et ça a fait l'unanimité au sein de la Commission du Césaire. Chercher à opposer la voiture au train, au car, et j'allais dire même à l'avion, c'est une erreur. C'est pour ça qu'on a présenté depuis le début et qu'on dit bien qu'on est dans une stratégie globale du piéton à l'avion, tout en ayant une stratégie et un axe majeur qui est la décarbonation de l'ensemble de ces transports. C'est-à-dire que privilégier tel ou avancer sur tel ou tel sujet, ça ne veut pas dire qu'on est contre la décarbonation. Il faut qu'on avance sur la décarbonation. Et c'est aussi ce qui est au cœur de cette feuille de route et au centre de la feuille de route. Et la décarbonation, vous le verrez, évidemment, est en filigrane sur l'ensemble du sujet. Mobilité positive, c'est le choc d'offres évoqué par le président, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, évidemment, associer tous les territoires de notre région ont des besoins importants en termes de mobilité, du plus petit village au fin fond de nos vallées à la plus grande des métropoles, qui est celle de Lyon. Les mobilités et l'approche des mobilités sont certes différentes, mais les besoins de mobilité et de mobilité collective sont évidemment présentes. Je reviens sur la slide d'avant, je suis désolé. Mais ça, on l'a dit et le président l'a martelé et je l'ai rappelé tout à l'heure. La stratégie, elle s'axe bien autour de ces trois piliers, la feuille de route, l'ouverture à la concurrence et la convention TER. Donc c'est pour ça effectivement que pour nous, ce que l'on délibère d'une certaine manière depuis le mois de juin, puisque la partie ouverture à la concurrence, nous avons fixé le cap au mois de juin, la convention et la feuille de route, nous fixons le cap aujourd'hui. Si maintenant je reprends le déroulé, je suis désolé pour la personne qui appuie sur le bouton, voilà. Si on reprend le déroulé, cette notion de choc d'offres sur la partie train, et on en parlera ensuite sur la partie car, et Paul l'évoquera. Rappelez qu'effectivement, c'est ce qui est dans le cadre noir, ce qui est important à entendre, c'est qu'on veut passer de 220 000 à 300 000 usagers. C'est une augmentation de près de 40% du nombre de voyageurs par jour. Pour mémoire, sur la période 2013-2023, on était sur une augmentation en gros de 10% des usagers sur 10 ans. Donc on voit bien qu'on multiplie par 4 d'une certaine manière. Pas que l'ambition, mais aussi c'est un mouvement qui s'impose à nous. Il faut être aussi réaliste, c'est-à-dire que les gens sont en demande de train, donc il faut qu'on accompagne. Mais au-delà d'un simple accompagnement, c'est vraiment une accélération massive sur le sujet. C'est une augmentation de plus de 30% des trains kilomètres dans notre région. Les trains kilomètres, c'est ces fameuses colonnes, la fameuse colonne bleue que je présentais tout à l'heure sur le sujet convention. Et les 30%, d'une certaine manière, comme je le disais tout à l'heure, s'additionnent, et ce n'est pas 30% dont les 10%, c'est bien 30% plus les 10% évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est au nominal plus les 30% à terme, c'est une offre globalement de 40%, ce qui est du sans précédent, du jamais vu à l'échelle de notre région, évidemment, et j'allais dire même quasiment à l'échelle de toutes les régions françaises. Un autre chiffre, c'est plus 60 000 places, c'est-à-dire qu'au-delà du débat de savoir sur les 130 rames, et on pourra évidemment y revenir s'il y en a qui sont reclassés, si c'est 130 rames en net, pas en net, etc., c'est d'avoir en tête que c'est 60 000 places en plus que l'on veut proposer dans nos trains pour atteindre justement ces 300 000 voyageurs en plus. Donc c'est l'acquisition des 130 rames, programme de rénovation et de décarbonation, donc c'est ces 3 milliards d'euros qui sont extrêmement importants. Donc c'est, là j'insiste sur les chiffres évoqués par le président, quand on reprend les chiffres en moyenne pour montrer l'effort complémentaire qui est réalisé, 72 millions d'euros en moyenne qui étaient réalisés
par an entre 2010 et 2015, 132 millions d'euros entre 2016 et 2023. On avait déjà quasiment multiplié par 2, et là on multiplie de nouveau par rapport à la période de 2010, on multiplie par 3,5. C'est 259 millions d'euros par an en lycée, évidemment, que l'on prévoit entre 2024 et 2035. On voit la montée en puissance de l'effort sur le ferroviaire, qui correspond effectivement à notre ambition forte pour créer ce choc d'offres. Le président là aussi l'a rappelé, mais j'insiste, 2,7 milliards d'euros dans les infrastructures de transport. Évidemment, la partie péage, 2,2 milliards. Alors j'ai lu que parce que c'était de l'argent obligatoire, c'était de l'argent qu'il ne fallait pas compter. Non, c'est pas parce que c'est de l'argent obligatoire qu'il ne faut pas le compter. C'est 2,2 milliards que l'on va injecter sur le réseau. Et je le dis aussi par rapport à la période précédente, c'est 600 millions d'euros de plus. Donc c'est pas neutre, 600 millions d'euros de plus. Et j'ajoute un point, le président l'a dit, mais j'insiste. La nouveauté véritablement dans notre approche par rapport à cette logique de convention et d'infrastructure et de péage, c'est qu'aujourd'hui, les 2,2 milliards ou les 1,6 milliard dans la période précédente, on faisait un chèque à la SNCF Réseau en l'occurrence, il arrive dans un pot commun au niveau national et on n'a aucune certitude que le 1,6 milliard, les 2,2 milliards demain, soient bien investis sur notre réseau et reviennent bien à la région pour les raisons de transparence évoquées et par habitude de travail. Là, aujourd'hui, la manière, et c'est peut-être ce qui est à retenir sur ces 2,2 milliards, le plus important, c'est que l'on va conventionner et travailler sur du conventionnement et de l'approche constructive et de la co-construction d'une certaine manière avec SNCF Réseau, c'est avoir la certitude que ces 2,2 milliards reviennent bien à notre région. Donc ce n'est pas à la limite le montant qui compte, c'est bien avoir la certitude que tout revient à notre région. Et ça, c'est le point important. Alors vous allez me dire 2,2 milliards, 2,7 milliards, les 500 millions, c'est à l'échelle 2035, dans ce premier CPER et le CPER suivant, ce que l'on prévoit aussi d'injecter sur le réseau. Sur la slide suivante, on est sur la partie car, et je vais passer la parole à Paul, puisqu'on a vraiment construit l'ensemble de ce dispositif ensemble. Merci Frédéric. Mes chers collègues, tous les modes de transport sont complémentaires, du piéton à l'avion. Et tout ça doit bien être coordonné, sinon ça ne peut pas fonctionner correctement. Un transport très vertueux, c'est un transport qui, par rapport au coût carbone passager, a une bonne réponse. Et quelquefois,